Maintenant, je vais parler des choses qui sont qu'on appelle, qu'on peut mettre dans la catégorie de la récupération. Autour de l'activité, vous avez plein de choses qui peuvent concourir à augmenter les facteurs de récupération. Je vais vous présenter 5 familles différentes. La famille des étirements, la famille qu'on appelle les applications locales, les ambiances thermiques, l'immersion et la physiothérapie. Donc les illustrations, je vous les ai présentées toutes de la même façon. On va parler d'abord des étirements, même si concernant les étirements, on pourrait faire une matinée ou une journée entière tellement il y a de débats autour de la pratique des étirements. Mais retenez simplement que les étirements peuvent participer à la récupération. Encore faut-il qu'ils soient bien faits et qu'on y attache les propriétés qui sont celles qu'ils peuvent obtenir et on ne peut pas faire n'importe quoi avec les étirements. La chose la plus importante à retenir, c'est que si vous les faites avant la pratique, c'est une chose qui peut être intéressante en sachant que si vous avez besoin d'une amplitude articulaire et musculaire importante, les étirements peuvent participer à préparer la pratique de façon intéressante. En règle générale, les étirements, on les retrouvera plutôt à la fin du match d'entraînement si on parle de récupération. Et donc dans ce cas-là, ils sont intéressants parce qu'ils ont déjà un effet qui est, moi je l'appelle placebo, mais ils ont un effet de bien-être pour le sportif. Le fait de s'étirer va désinhiber les capteurs qui sont reliés à la sensation de douleur et va faire que le sportif va avoir une sensation de bien-être. Donc après, encore une fois, mais là c'est pas l'objet de l'intervention de ce matin, il faudrait bien choisir la pratique et les méthodes d'étirement pour pouvoir favoriser la récupération. Mais encore une fois, retenez que c'est important de s'étirer, important pour limiter la raideur musculaire et articulaire qui, en termes de prévention des blessures, est très, très négative. Je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet. L'application locale de froid ou de chaud est intéressante aussi. L'alternance chaud-froid, ça permet de stimuler les fibres musculaires. Le chaud va dilater, le froid va contracter. Et l'alternance des deux va faire un phénomène de pompe qui va permettre d'évacuer un peu les toxines. Par vasoconstriction et vasodilatation, vous allez pouvoir évacuer un petit peu les toxines. Ça favorise également la sensation de disparition des douleurs quand vous êtes avec le froid. Ça active la circulation sanguine. Donc c'est très intéressant pour les sportifs de pouvoir faire cette alternance de chaud-froid. Par contre, on peut aussi imaginer de ne faire que du froid. Alors pour faire que du froid, il y a plusieurs choses qui sont possibles, notamment la cryothérapie corps entier. Là, vous avez une illustration d'une cabine qui s'arrête au niveau du cou. Alors il y a eu des études qui ont été faites et qui montrent que la chambre dans laquelle vous entrez entièrement, tête comprise, en termes de cryothérapie, est plus intéressante que ces caissons-là qui sont maintenant commercialisés de plus en plus, que vous pouvez trouver dans plein de structures. Mais les chercheurs ont montré que le cervelet étant à la base du crâne et n'étant pas complètement immergé dans la partie froide, la récupération par la cryothérapie dans ce genre d'outil était moins efficace que dans une chambre entière. Retenez simplement que le protocole, c'est passer dans une chambre où la température va atteindre moins 110 degrés. Et par contre, le temps de passage dans cette chambre-là est très court. C'est quelques minutes. 3 minutes en règle générale, c'est le protocole qui est préconisé. Et quelles sont les conséquences de cette température si froide? C'est que ça va calmer les inflammations, notamment sur le plan articulaire. Et on a trouvé aussi que par rapport aux troubles du sommeil, donc encore une fois, je reviens à l'importance du sommeil, c'était intéressant de confronter les sportifs à une température extrêmement froide comme ça, parce que ça va favoriser l'endormissement après. Ce qu'on utilise par contre de façon beaucoup plus fréquente, c'est les bains froids. Donc les bains froids, c'est simplement s'immerger soit seulement une partie du corps, soit le corps en entier, dans une eau qui est, selon les préconisations, entre 8 et 15 degrés. Je vous avoue que 15 degrés, c'est
c'est pas assez froid. En règle générale, on essaye de faire descendre la température plus bas. Aux alentours de 10 degrés, c'est vraiment bien. Si vous n'avez jamais essayé de rentrer dans un bain à 10 degrés ou moins de 10 degrés, essayez, c'est vraiment pas facile. Là, par contre, le temps d'immersion est un peu plus long, en règle générale, une dizaine de minutes. Et ça, pour la récupération, c'est très intéressant. Au Pôle France, on a des structures qui permettent de le faire. Donc on envoie les jeunes régulièrement dans les bains froids. On fait aussi alternance chaud-froid parce que dans la même structure, on a côte à côte les bains chauds et les bains froids. Mais quand on ne peut pas faire cette alternance, le froid, on peut le faire à peu près partout. En équipe de France, quand on se déplace et qu'on va à l'étranger, soit dans la structure dans laquelle on est, c'est possible et c'est déjà quelque chose qui est proposé, soit on se débrouille. Je vous ai amené une photo, je ne sais pas si tout le monde voit très bien. C'est l'été dernier avec l'équipe de France moins de 19, on est en Crète et on est à l'hôtel, sur le balcon d'une chambre à l'hôtel, où on a acheté une piscine gonflable qu'on a remplie d'eau et tous les jours on met des glaçons dedans. Et les garçons passaient tous, toute l'équipe passait, donc là ils étaient 2, mais on pouvait les faire rentrer par 3 ou 4 dans la piscine. Et tous les jours il y avait une séquence bain froid en fin de journée pour calmer les inflammations, notamment les gens qui ont des petits problèmes au niveau des tendons. Ça fait du bien d'aller se mettre dans le froid, les chevilles aussi, les genoux, et même musculairement c'est intéressant de pouvoir se mettre dans le bain froid. Et donc vous voyez que on peut s'organiser pour pouvoir proposer du bain froid à peu près partout. Là, ça a coûté le prix de la piscine gonflable, mais voilà, après les glaçons, on les faisait venir tous les soirs à l'hôtel et on pouvait s'organiser de façon assez facile comme ça. Dernière illustration, tout ce qu'on appelle physiothérapie, c'est tout ce qui a un rapport avec le courant électrique et les électrodes. Donc, il y a un outil, un petit appareil qui a été créé il n'y a pas longtemps, qu'on appelle le Veno Plus. Le Veno Plus, c'est ni plus ni moins qu'une version très simplifiée des Compex. Pour ceux qui ont déjà été chez les kinés utilisent énormément de Compex. Et par l'électrostimulation, ils peuvent faire un certain nombre de choses. Là, l'objectif est uniquement la récupération. Donc le Veno Plus, c'est un outil que vous branchez avec des électrodes et que vous placez sur vos muscles qui vont faire que le muscle va se contracter lui-même de façon non contrôlée. Donc c'est la machine qui rythme le rythme de contraction des muscles, pardon, et ça va favoriser ce phénomène de pompe. Donc le muscle va travailler tout seul et va évacuer les toxines. Ça en revient à ce qu'on a vu tout à l'heure avec la vasoconstriction et la vasodilatation du chaud et du froid. Là, c'est par impulsion, par courant électrique, que le muscle va se contracter. Même chose, petite illustration, je ne sais pas si vous voyez tous bien. C'est pareil donc quand est-ce qu'on peut le faire, je reviens sur la diapo d'avant, quand est-ce qu'on peut le faire? Dès que vous êtes en position assise, vous pouvez brancher les électrodes. Donc souvent on l'utilise pendant les voyages ou on l'utilise après l'entraînement pendant le repas. Vous savez que les athlètes vont rester assis pendant 15 ou 20 minutes sans bouger. Vous les branchez, vous mettez les électrodes, ils peuvent faire autre chose, ils peuvent discuter entre eux, ils peuvent manger, ils peuvent même s'allonger sur le lit et regarder la télé, être sur leur ordinateur, etc. C'est pas important puisque c'est le boîtier qui travaille tout seul. Eux, ils ont juste les électrodes à brancher et après, ça dure 15 minutes. Pendant 15 minutes, il n'y a plus rien à faire. Donc là, je vous ai amené aussi une illustration où on était en stage avec les garçons de l'équipe de France et c'était un soir où il y avait un match de Ligue des Champions. Ils voulaient regarder le match, ils se sont tous installés dans le salon devant la télé. Moi, je voulais que ce moment-là soit utilisé pour la récupération. Donc ils ont tous un boîtier, ils ont tous les mollets qui sont branchés avec les électrodes et les boîtiers travaillent tout seuls. Eux, ils sont devant la télé tranquilles, il y en a certains qui sont sur leur téléphone. Ça ne leur demande aucun effort à eux et c'est travaillé directement et la récupération est faite grâce au boîtier. Alors si on devait établir un menu parfait d'une récupération optimisée, on aurait... Pour commencer la récupération active en entrée, je n'en ai pas parlé, je ne l'ai pas mis en illustration, mais la récupération active, c'est le meilleur moyen, quand vous avez des athlètes, de favoriser le début de la récupération par
le fait que quand vous voulez qu'ils récupèrent, ils viennent de faire une activité extrêmement intense. Donc ils ont toutes les valeurs qui sont montées, la température corporelle est très haute, le rythme cardiaque est très haut, le rythme respiratoire est très haut. Si vous les laissez repartir dans cet état-là, ils vont commencer à récupérer de façon différée. Donc il va y avoir un temps où il va falloir que toutes ces valeurs redescendent, et puis la récupération va prendre le relais après. Les études ont montré que ce qu'on appelle la récupération active, c'était le fait de maintenir une activité physique à une intensité basse, va permettre au cœur de continuer de fonctionner et d'activer cette pompe dont je vous ai parlé pour qu'on évacue un petit peu toutes les toxines, etc. Donc la récupération active, c'est quoi? Sur un terrain de basket, vous pouvez imaginer que vous venez de finir le match ou vous venez de finir l'entraînement et vous faites trottiner les athlètes de façon lente et surtout de façon la plus souple et la plus déliée possible pour ne pas créer de choc supplémentaire, et vous les faites récupérer de cette façon active-là pendant une dizaine de minutes. Ça va faire une transition légère entre la haute intensité de la pratique qui a précédé et la phase d'inactivité qui est après. Donc ça fait une petite période de transition qui est intéressante et qui permet au cœur de continuer à travailler, mais dans des intensités qui sont bien moins élevées. Après, si on avait un plat principal pour la récupération, je choisirais dans mon menu parfait les bains alternés, chaud-froid, ou que froid si on ne peut pas faire les deux. En dessert, on branche les électrodes et on fait un peu d'électrostimulation. Et si on peut avoir la chance de pouvoir avoir des gens qui sont là pour pouvoir masser les athlètes, c'est la cerise sur le gâteau du dessert ou le café ou le digestif. Mais là, vous avez un menu de récupération qui est optimisé pour avoir la récupération la plus parfaite possible. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc je change de thème. Oui. Alors je vais répéter les questions pour ceux qui n'ont pas entendu. La première, c'est combien de temps après la pratique on peut faire des étirements? Je vais répondre d'abord à ça, je reviendrai sur la deuxième après. Donc la pratique des étirements, il faut juste avoir conscience de ce que vous voulez que cette pratique-là vous apporte. Est-ce que l'objectif c'est de la récupération? Donc là, dans ce cas-là, ma réponse c'est immédiatement après la pratique, vous pouvez faire des étirements. Si l'objectif est récupération et que la méthode d'étirement est faite pour favoriser la récupération. Si par contre l'objectif du travail des étirements c'est le développement de la souplesse, parce que ça peut être un objectif, là dans ce cas-là il faut différer et pas le faire immédiatement après la pratique. Juste, je me permets de faire une petite parenthèse là-dessus. Attention au développement de la souplesse à travers la pratique des étirements, c'est quelque chose qui est extrêmement traumatisant sur le plan musculaire, parce que vous allez casser un peu les fibres pour pouvoir les étirer un peu. Et donc ça, il faut que ça soit bien placé, pour que ça ne soit pas immédiatement après l'entraînement, mais surtout pas trop proche de l'entraînement ou de la pratique d'après. C'est surtout ça qui est compliqué. La deuxième question, c'était par rapport au bain froid. Est-ce que le fait de prendre une douche froide à la maison, c'était suffisant? J'ai envie de répondre, quand on peut faire que ça, oui. Et c'est très bien de le faire, parce qu'il y en a plein qui ne le font pas. Ne serait-ce que, parce que des fois, je rejoins ce que tu es en train de dire, des fois on ne peut pas, la piscine, acheter la piscine, les glaçons, etc., c'est compliqué. Et bien la recommandation que je fais aux sportifs, c'est une fois qu'on s'est douché, il faut toujours finir par le froid. Voilà, il faut toujours finir, parce que si vous faites du froid et qu'après vous reprenez une douche ou un bain chaud, l'effet du froid, il est supprimé. Mais finir par se mettre le jet de la douche froide sur les jambes, c'est très bien. Après, se mettre en entier sous la douche froide, c'est compliqué. Mais ne serait-ce que passer le jet de la douche pendant quelques minutes, 5 à 6 minutes sur les jambes, c'est déjà très bien. Quand on peut faire que ça, c'est très bien.